Alors comment choisir ses clients? C'est une vraie question parce que le sujet, c'est pas de travailler avec le plus de clients possible et se débrouiller pour que ça marche le mieux possible. Le sujet, c'est de travailler avec des clients avec lesquels on a envie de travailler. Le sujet, c'est de travailler avec des clients qui ne font pas perdre notre temps, qui nous permettent d'être rentables et profitables par rapport au temps qu'on passe avec eux. Et donc pour ça, eh ben, on a un petit jeu qui s'appelle le jeu des clients A, B, C, D. Et puis pour comprendre comment ça marche, eh ben, on va discuter avec Philippe Bonnet. Bonjour Philippe. Salut Antoine. Philippe Bonnet, qui est cofondateur d'Impactified et valorisateur d'entreprises. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, Philippe, le petit jeu des clients ABCD. Qu'est-ce que c'est que ce jeu et à quoi ça sert? On est dans la démarche où l'entrepreneur va devoir imaginer comment son business va être un vrai business. Or, le business, on se le rappelle à chaque fois, c'est une activité commerciale, oui, profitable, oui, et qui va tourner sans nous. Donc, pour arriver à aller dans cette direction-là, on va imaginer quel est le profil du client idéalement idéal. On va le faire sur une catégorisation ABCD, qu'on pourrait ou qu'on va faire de manière un peu plus imagée tout à l'heure quand on va avancer. Et donc l'idée, ça va être de voir comment est-ce que on va avoir un intérêt à mettre des caractéristiques sur la tête des profils de clients et de prospects pour se dire que c'est cela qu'on veut relever. Donc il y en a trois. Ça veut dire que quand tu parles de client idéal ou idéalement idéal, t'es pas en train de parler du persona. On est d'accord. Alors, c'est pas du tout la logique de profil de client. Là, l'idée, ça va être de dire dans chaque typologie de client, c'est quel est le client qu'on va vouloir garder ou optimiser dans cette recherche. D'accord, donc là où le persona finalement c'est le client idéal qu'on voudrait avoir et donc on construit le marketing autour de ce profil-là. Le client ABCD dont on parle, c'est une question de regarder les clients qu'on a déjà. Donc on élimine le persona, on se concentre sur les clients qu'on a déjà et on analyse ces clients, on cherche de la data. C'est bien ça. C'est ça, et ça veut dire qu'on va revenir après dans le profil client pour, avec ces clients ABCD, rechercher l'optimum de l'optimum du client type, mais avec ce profil ABCD en surcouche. D'accord. Et donc pour pouvoir faire ça, on va regarder quel type de sujet. Alors, on va analyser cette typologie de clients ABCD en fonction, un, du chiffre d'affaires qu'il nous fait faire, deux, de la profitabilité qui génère ou pas, et trois, le critère du bon client. On commence par le premier. On peut, ouais. Alors vas-y. Ben, le premier, c'est la logique des sous-sous dans la popoche, c'est-à-dire que est-ce que le client fait faire du chiffre d'affaires ou pas de chiffre d'affaires. Des fois, on focalise sur tous les clients et on se rend même pas compte que certains qu'on aimerait être notre super client en fait ne réalisent pas de chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, on n'a pas conscience à quel point certains autres clients qui seraient un peu négligeables parce que la marque est moins brillante ou le mec moins sympa ou je ne sais quoi encore, ben en fait, il nous fait faire beaucoup de chiffre d'affaires et voilà. Donc cette réflexion sur quel chiffre d'affaires me fait faire mes clients est un premier prisme dans lequel on peut analyser ses clients et on a l'habitude de réfléchir à dire voilà combien j'ai de clients qui vont faire 80% de mon chiffre. Donc concrètement, ça veut dire que là, on ouvre un document Excel et on fait une liste avec les clients 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, autant qu'on en a. Et en face, on crée une colonne et on note quel est le chiffre d'affaires qui correspond à ce client. Et ça nous permet de ranger les clients par ordre de création de chiffre d'affaires avec ceux qui sont en haut qui vont être les plus généreux en termes de chiffre d'affaires ou les plus productifs, disons, et en bas, ceux qui le sont le moins. Exactement. Donc là, c'est assez basique, mais ça va faire réaliser un certain nombre de choses supplémentaires sur le chemin, à commencer par est-ce que j'ai un monoclient qui va opérer plus de 15 ou 20% de mon chiffre d'affaires. Là, déjà, c'est un warning. Ça veut dire que ça peut être un super client, mais que c'est un client dangereux parce que s'il nous lâche, on est en situation fragile. On en reparlera dans une autre vidéo, mais c'est quand même un moment où on a l'opportunité de commencer à détecter des angles morts dans la structure de notre business. Le point, ça va être effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire de déterminer les pourcentages du chiffre d'affaires opéré par tant de clients et de savoir combien de clients
vont générer nos 80% de chiffre d'affaires, en commençant par les plus gros. Voilà. Structurellement, en général, on dit que dans le B2B, il en faut au moins 10-12. Dans le B2C, c'est très différent, mais il faut bien les 10-12 minimum dont on parle ici. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, si on prend notre base de business plan, notre base de documents comptables, c'est les sous-sous qui rentrent dans la poche, mais ça prend pas en compte les coûts qu'on doit mettre en face pour pouvoir servir ce client. Donc ça nous amène à notre deuxième point qui va être de réfléchir à la profitabilité de ce client. Correct. Donc, on va attaquer un deuxième angle, c'est-à-dire que il va falloir réfléchir à qu'est-ce qui fait que un client est vraiment profitable. Donc, on a l'habitude, avec un certain nombre de profils et d'histoires qu'on a sur les 15 dernières années, d'avoir vu des gens qui se disaient ben, c'est super parce qu'en fait j'ai une marge à 2, 3, 5, 7. La réalité, c'est que souvent, quand un entrepreneur parle de ce facteur de profitabilité, il parle d'une profitabilité brute et il n'y a pas dedans intégré tous les éléments qui vont permettre d'avoir la vraie profitabilité d'un client. Donc, à commencer par les coûts de livraison, les coûts de développement du produit, les coûts de distribution, les coûts de marketing, les coûts de change sur une parité monétaire. Et donc, en fait, l'empilage de ces coûts, l'empilage de ces éléments va permettre de dire quelle est la réelle profitabilité de ce que j'ai à vendre. L'objectif de déterminer le coût de développement est un élément qui est extrêmement important. Donc, en disant ça, on cible plutôt des gens qui sont sur du B2B, mais ça s'extrapole assez facilement avec le B2C. Et le point est hyper important, c'est-à-dire que c'est pas parce que je ne sais pas aujourd'hui ou que je n'ai jamais calculé mon coût de développement que je dois pas l'intégrer. Le fait de jouer à l'autruche sur ce sujet est un facteur de danger parce que, une fois encore, c'est quelque chose sur lequel on s'est penché de nombreuses fois et de nombreuses fois on s'est rendu compte que il y avait de la non-profitabilité sur le développement de produits avec ces clients-là. Donc, on va déterminer cette profitabilité et on va classer de la même façon qu'on a classé les clients par pourcentage de chiffre d'affaires qu'ils opéraient. On va classer, on va dire, une barrière de profitabilité qui va nous sembler indispensable à gagner par rapport à commencer par la moyenne de la profitabilité de l'entreprise. Pour faire une jonction entre les deux sujets, d'une part le chiffre d'affaires et de l'autre part la profitabilité, il y a un exercice qui peut être intéressant dans notre petit document Excel et dans la logique d'une manière plus générale, c'est de dire on va prendre deux clients. Un client qui a priori a un chiffre d'affaires qui est assez significatif, mettons 1 million d'euros par an, et un autre avec lequel on va avoir un chiffre d'affaires qui va être plus neutre, on se comprend, à 80 ou 90 000 euros par an. A priori, il y en a un qui est plus intéressant que l'autre. Maintenant, si on réalise que le client a 1 million, on fait 20 projets avec lui par an, ça veut dire qu'en fait, chaque projet va avoir une valeur de 50 000 euros par an. Donc, un projet 50 000 euros fois 20, comparé à un projet à 90 000 euros avec un seul client. Finalement, quand on va pouvoir regarder quel va être le nombre d'heures qu'on va passer sur un projet, le nombre de staff qu'il va falloir mettre sur ce projet, la marge sur le projet, les dépenses, etc., etc., on va peut-être se rendre compte qu'un projet à 50 000 euros fois 20 est beaucoup moins rentable qu'un projet tout court à 90 000 euros. Donc là, effectivement, c'est le profil du client en tant que profitabilité et à recroiser avec la profitabilité des projets et des produits qu'on développe. Effectivement, il y a des questions aussi à se poser là-dessus. La tangente étant faite, le troisième facteur qu'on a intérêt à mettre en perspective par rapport à ces clients ABCD, c'est la logique de bon client. Alors, le bon client est au client ce que le bon chasseur est au chasseur versus le mauvais chasseur pour ceux qui ont connu. La logique du bon client, c'est essentiellement la logique du client qui va être euh, peu chronophage dans le suivi, qui va être bon payeur et qui va avoir en fait des facteurs de suivi sur la partie dépenses et encaissement qui vont lui être favorables.
Donc là, encore une fois, on peut prendre plein d'exemples, mais on n'aurait pas assez de temps avec nos 20 minutes. Il va y avoir une réflexion à se faire sur qu'est-ce qui va faire que mon client va être bon ou pas bon. Évidemment, si un client est supposé payer à 30 jours ou à 90 jours et qu'il paye à 120 ou à 350 après avoir fait 8 relances et envoyé des recommandés, c'est ce qu'on appelle un mauvais client. On a beau imaginer qu'il fait beaucoup de chiffres ou beaucoup de profitabilité, il y a un moment, ça vaut le coup de réfléchir à est-ce que c'est vraiment est-ce que ça a vraiment un intérêt par rapport à cette logique de chiffre d'affaires et de profitabilité de garder cette typologie de client. Donc, les trois facteurs vont permettre de déterminer ce qui va faire vraiment du chiffre et ce qui va faire véritablement de la profitabilité. La logique de bon client étant à rapprocher de la profitabilité et la profitabilité elle-même pouvant avoir un dérapage du côté du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'à la fin de ce process, enfin le process en lui-même et à la fin du process, c'est un jeu finalement, dans lequel on va dire: «OK, on a listé nos clients, on a mis en face les montants de chiffre d'affaires, on va mettre en face, encore de ça, le nombre d'heures qu'il faut passer, les délais de paiement, la marge qu'on va arriver à faire et cetera et cetera et cetera». Jusqu'à pouvoir dire: «Les clients les plus intéressants pour nous vont être dans le haut du tableau avec une note A et les clients les plus complexes ou les moins intéressants à garder sur le court terme ou le long terme vont être les clients D». Et on va faire un arbitrage entre, le A, le B, le C et le D pour finalement se concentrer sur, que les A? Alors, si je réponds à ta question de manière directe, ça va être clairement les A et les B. Et donc là, ça répond à ta question. Le point, c'est de revenir à ce que tu exprimais juste avant entre A et D. C'est que en fait, ça va être un tableau qui va être dessiné avec une abscisse et une ordonnée de cette façon-là, avec ceux qui vont générer du chiffre d'affaires en vertical et ceux qui vont générer de la profitabilité en horizontal. Et on va diviser ce tableau en quatre, avec ceux qui sont pas profitables du tout et qui créent pas de chiffre d'affaires, qui vont être les D, et qui sont catégorisés en général dans la catégorie chien et non pas D, quand on regarde la façon dont c'est fait en général. Ceux qui vont être à l'opposé, c'est-à-dire qui vont faire et beaucoup de chiffre d'affaires et beaucoup de profitabilité, ça va être les A. Et c'est ce qu'on appelle les étoiles dans cette classification. Il va y avoir ceux qui vont faire beaucoup de chiffre d'affaires et peu de profitabilité. Ça s'appelle la vache à lait, ça marche. Ça marche. Ça fait du chiffre. C'est pas très profitable, mais ça fait du chiffre suffisamment et donc on l'accepte tel quel. On fait du 20-80 avec, on fonctionne. Et puis il va y avoir enfin les derniers, c'est-à-dire ceux qui font de la bonne profitabilité mais qui font très peu de chiffre d'affaires. Et ceux-là, on va se les mettre en point d'interrogation parce que ça peut être soit une perte de temps, soit une optimisation pour trouver la prochaine vache à lait ou la prochaine étoile. Donc, en fait, dans cette réflexion du ABCD, ça va pas être en vertical de A à D, ça va être une matrice, en fait, un carré divisé lui-même en quatre avec ABCD de cette façon-là, si mon explication a été suffisamment visuelle. Donc on fait un mapping avec les A, les B, C et les D, OK. Mais alors il y a une question qui reste dans tout ça, c'est, admettons on a identifié des clients A et B qu'on va essayer de garder le plus possible et puis on se rend compte qu'il y a des clients C et D qui nous prennent du temps, qui sont pas rentables, voire qui nous font perdre de l'argent. Parce qu'on a vu des clients qui se rendaient compte, à la fin de cet exercice que finalement la facturation qui était réalisée sur le client ne compensait pas les coûts, qui étaient, nécessaires par rapport au temps qu'il fallait passer pour satisfaire ce client. Donc c'est des clients qui vont nous faire perdre de l'argent. Comment est-ce qu'on gère ces clients à la fin? Est-ce qu'on leur dit: «Merci, mais non merci, au revoir»? Est-ce qu'on améliore le travail pour essayer de les garder et faire autre chose? Est-ce qu'on peut se permettre de perdre ces clients? Alors, la façon d'approcher le sujet est assez complexe parce que bon, on peut pas donner une réponse qui va à tout le monde. Donc en fait, il y a plusieurs prismes. La première, c'est de se dire que le binaire, il peut exister, c'est-à-dire qu'on peut continuer ou on peut dire qu'on arrête avec un client. Déjà, ceux qui payent pas, c'est très facile, donc on peut assumer ça.
Il faudrait qu'on fasse cette autre vidéo dont on parle assez régulièrement sur combien de mauvais clients je peux perdre pour gagner en profitabilité avec un chiffre d'affaires qui va s'effondrer. Mais si je sors ceux qui sont pas profitables ou qui sont très ennuyeux, en fait, on se rend compte qu'on peut perdre beaucoup de chiffre d'affaires pour rester plus en meilleure santé d'un point de vue entrepreneurial et en même temps fonctionner plus facilement. Donc c'est possible de les sortir. C'est possible aussi de leur donner du temps pour, quand on a identifié ça et qu'on a identifié quelles sont les typologies de produits ou de services qui font qu'un client est A ou B, ou quelle typologie de secteur de produits ou d'industrie il touche pour être A ou B, en fait on peut leur donner un certain temps pour dire, ben ok, sous 3 mois, sous 6 mois, sous 9 mois ou 12 mois, en fait, il va falloir que vous montiez votre volume de temps à temps ou que vous puissiez développer telle typologie de nouveaux services avec nous, à défaut de quoi on sera obligé de nous arrêter. Il est possible, troisième option, de pouvoir dire, en fait, en fonction de ça, on va pas offrir les mêmes services collatéraux aux produits qu'on a. Donc en fait, on va baisser le niveau de service pour pouvoir augmenter la profitabilité, même sur des clients C, par exemple. Souvent, les clients D, le truc, il est clair, c'est qu'il faut les sortir, et le plus vite est le mieux. La question, c'est comment, et le vite est relatif. Donc en fait, si on revient sur le C, effectivement, il y a un moment où c'est possible de travailler aussi à avoir une version entre guillemets premium pour ses clients A, une version entre guillemets normale pour les clients B et une version hard discount pour les clients C qui vont être beaucoup plus standardisés avec beaucoup moins de traitements, avec des niveaux de priorité dans tout ce qu'on va leur offrir qui va être beaucoup moindre, etc. Et en fait de pouvoir d'une certaine façon classifier ça de manière très rationnelle, pouvoir le mettre sur la table quand on discute avec eux en disant voilà, nos niveaux d'offres vont dépendre de ça. Et c'est comme ça en fait que ça s'opère. L'idée étant néanmoins, même sur l'essai, à la fin d'épurer très souvent grandement la façon dont cette catégorie est remplie parce elle est très perturbante. La réalité, pour aller plus loin dans la discussion, c'est que, en fait, on répond pas à une question. Les gens qui nous écoutent là, ils sont en train de dire: «OK, vous êtes mignons, mais moi, mon chiffre d'affaires, je peux pas non plus le perdre». Donc une fois que je me suis débarrassé des clients D, ils payent pas, on comprend facilement. Les C, il faut ajuster, mais enfin, mon chiffre d'affaires, il a quand même pris un coup dans l'aile. Donc comment est-ce que je compense? Et là, il y a une réponse qui est plutôt, heu, à défaut d'être simple, plutôt, inspirante. C'est le fait de dire que on a moyen, en faisant ce jeu, de pouvoir réinvestir du temps et des moyens sur les clients A et B. Il y a énormément de temps des équipes qui vont être gagnées par l'abandon de tout ce qui va être chronophage et destructeur de valeur des clients D et qui vont être possiblement à remettre en création de valeur, en opportunité de développement commercial sur les clients, notamment B, pour les faire monter en A si c'est possible, ou on va dire très basiquement, mettre de la disponibilité de temps pour aller chercher des clients A en ayant encore plus cadré et targeté, en fait, comment est-ce que le client A est. Ça vaut le coup de faire un petit retour sur ce que tu évoquais tout à l'heure avec le profil client. Si on a 2 ou 3 profils clients, il est possible qu'on ait des ABC dans 2 ou 3 catégories des profils clients qu'on évoquait. Et en fait, cette superposition de lecture de ces clients ABC qu'on évoque là, sur les profils type de persona, c'est une façon de clarifier plus encore le persona et de voir comment est-ce qu'on va aborder ces personas avec encore plus de précision, notamment pour les faire monter en pression et avoir un business qui tourne encore mieux. Si on tâche de plonger dans un des différents exemples qui ait pu avoir lieu, il est apparu en travaillant sur donc auprès d'un entrepreneur qui est dans du B2B en version ce qu'on appelle trading, donc l'import-export, on fait fabriquer dans un pays, on revend dans un autre pays, de réaliser qu'il avait des clients D qui, à la fin du calcul qui était fait sur la profitabilité, laissaient apparaître qu'il y avait 25% de son équipe qui perdait 3 mois et demi par an.
Il aurait été plus profitable d'envoyer ces gens-là faire de la pêche au Canada pendant 3 mois et demi que de les faire travailler sur les clients D. Et c'est pas une expression, c'est une réalité. C'est-à-dire que les 3 mois et demi étaient des mois et demi de perte d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, c'était destructeur de la marge nette de l'entreprise. C'était une destruction de valeur de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros sur une entreprise qui pèse quelques dizaines de millions de chiffre d'affaires. Donc, sans rentrer dans quelque chose qui permettrait d'être trop précis, puisqu'on tâche de garder les clients un peu protégés, il est clair que cette réflexion fait réaliser des choses à un niveau de profondeur, y compris à des entreprises qui ont plusieurs décennies d'existence, ce qui est le cas, qui sont vraiment extrêmement enrichissants pour l'entrepreneur et l'allègement des temps de travail des équipes, d'une part, et qui, de l'autre côté, font réaliser aussi, parce qu'il y a eu une deuxième phase à cette réalisation des clients D. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quel a été l'impact positif du coup et de la réaction? Il a réalisé que ses clients A étaient majoritairement à plus de 70% dans une industrie et que les clients B étaient à 95% dans une autre industrie. Ce qu'il n'avait jamais réalisé. Il avait réalisé qu'il a été un peu dans une industrie et un peu dans l'autre industrie, mais il n'avait jamais réalisé que les clients A, qui sont de l'ordre de 15 pour faire 15 clients pour faire 80% du chiffre d'affaires, représentaient 70% d'une typologie d'industrie. Et donc, quand il rencontre des gens de cette industrie, il sait qu'il a 70% de chances que ça devienne des clients A, alors que dans l'autre industrie où il pensait s'identifier depuis des décennies, encore une fois, et ben en fait, c'est à 95% des gens qui vont être des clients B. L'impact sur son chiffre d'affaires? Bah, l'impact, c'est que en travaillant sur l'un et sur l'autre, on est sûr d'une chose, c'est que il y a 2 ans, il a fait plus 65%, qui pensait corriger négativement cette année, et que à l'heure où on parle, en fait, il est en train d'étaler et il est possible qu'il augmente de 15 points encore cette année. Donc à réaliser quelque chose qui est hors norme. Donc pour simplifier et après on passe à notre sujet du test, le jeu des clients ABCD permet d'avoir une typologie de clients effectifs à aujourd'hui qu'on peut mettre en parallèle des personas qui sont les clients types idéaux pardon, en termes de marketing. Et ça permet de dire ces clients-là sont des clients qui sont profitables, ces clients-là ne sont pas profitables, on se débarrasse de ceux qui ne sont pas profitables, on gagne du temps, on gagne des ressources et on réalloue ces ressources sur les clients profitables pour arriver, dans ce cas particulier, à augmenter le chiffre d'affaires de 60% avec une augmentation de 15 points par an. De manière très idéale, c'est le schéma. Le test. Aujourd'hui, quelqu'un qui nous écoute et qui se dit « Ok, il faut que je mette ça en place », on a déjà commencé à donner des éléments de réponse, mais la question qu'il faut se poser, c'est quoi? Quel est le pourcentage de mon chiffre d'affaires est fait par des clients A et B? Et il y a une deuxième sous-partie, c'est combien j'ai de clients A et B. Donc en fait, il y a une sous-sous-partie qui est de dire est-ce que j'ai fait mes clients A et B. Mais quel est le pourcentage de mon chiffre d'affaires fait par les clients A et B est important. On peut rajouter un dernier test qui est est-ce que j'ai un client ou deux clients qui font plus de 20% de mon chiffre. Et dans ces cas-là, je dois sortir une grosse sonnette d'alarme. Les next steps, les enjeux, on aime bien finir ces vidéos en parlant des enjeux. D'une part, les enjeux pour les entreprises qui sont en phase de démarrage et de croissance, et ensuite les enjeux pour les entreprises qui sont en phase de structuration et de scale. De quoi on parle? Alors, pour celles qui sont en version startup, je me lance ou c'est le début, définitivement classifier ses clients ABCD, se créer sa propre philosophie et son propre cadre de réflexion sur qu'est-ce qui va faire du chiffre, qu'est-ce que c'est qui va faire de la profitabilité, qu'est-ce qui va faire que ça va être destructeur de valeur pour l'entreprise avec un bon ou un mauvais client. Et me faire ma propre trame de cette façon-là avec une vision. Au début, il y a que ça qui est important parce que si on considère que c'est une phase initiale, il est mieux d'avoir de l'activité en ayant conscience qu'on va peut-être perdre, mais qu'on se dit qu'on va gagner. Et comme c'est sous contrôle, bon, au bout de 3 mois ou de 6 mois, si on en a marre de perdre, comme on aura fait cette classification, on les sortira vite. Mais ça, au moins, ça fera du chiffre. Et à défaut de tout, si on sait qu'on peut accepter de perdre un peu d'argent, au moins on sait combien et on sait combien de temps. Voilà pour la première étape.
La deuxième étape, c'est pour les entreprises qui sont en phase de structuration avancée et de scale. Là, pour le coup, les enjeux, c'est quoi? Il y en a deux. Il y en a une qui va consister, comme on se le disait, de sortir les dés le plus vite possible et les dés, leur donner une opportunité de remonter en B en acceptable ou alors d'être évacués parce que en fait ils seront réalisés que en fait c'était des dés qui se cachaient, ben, on les sort aussi. Et de façon à pouvoir optimiser de manière positive et de sortir de là sur comment on fait, c'est en fait imaginer de quelle façon en caractérisant ces A et ces B, on arrive à tirer des conclusions sur la structure de notre business, la façon d'aller chasser les nouveaux clients, la réallocation de temps des équipes sur de la création de valeur pour l'entreprise et de la création de bandes passantes tout simplement pour l'entrepreneur qui souvent a la tête dans le guidon et n'y arrive pas. Il y a une question qu'on n'a pas posée, il y a un point qu'on n'a pas mentionné avant de terminer. Il faut absolument que vous regardiez cette vidéo qui va faire la démonstration de comment je vais pouvoir analyser quel pourcentage de chiffre d'affaires je vais être capable de perdre en perdant ou en récupérant de la marge pour pouvoir avoir quelque chose qui est plus profitable avec moins de chiffre d'affaires. Globalement, le point est le suivant, c'est que le chiffre d'affaires, c'est intéressant, mais la profitabilité, c'est encore plus intéressant très vite. Donc, une autre vidéo à regarder. Et puis, en attendant, eh ben, si vous avez besoin de mettre en place tout ce petit jeu dont on vient de parler, eh ben, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Prenez contact avec les valorisateurs d'entreprise et les facilitateurs de croissance d'Impactified. Et puis nous, bah, on vous retrouvera dans la prochaine vidéo. Salut Philippe. Salut Antoine. Hey, psst, si vous avez trouvé cette vidéo utile et à votre goût, alors pensez à laisser au moins un like et un petit commentaire en dessous. Et puis tant que vous y êtes, profitez-en pour regarder les autres vidéos de la chaîne pour toujours plus d'astuces pour scaler votre business et faire de mieux en mieux. Et puis moi, eh ben, je vous retrouve dans la suivante. À la prochaine.